Qu'est-ce que ça veut dire le néolibéralisme? C'est une grande question parce que le néolibéralisme, c'est un peu le mantra de notre époque. C'est la version du libéralisme qui s'est renouvelée à partir des années 1980. C'est une logique qui accorde beaucoup d'importance à l'individu, au marché, aux règles d'efficacité qui permettent de gouverner le marché et même les rapports sociaux. J'ai lu Claude Monmarquette dans le passé. Il y avait un rapport notamment sur la tarification où Claude Monmarquette prônait notamment un usage plus grand des tarifs dans les services publics au Québec. Le principe même d'un tarif, c'est qu'on met un prix sur un service et donc forcément ça crée une incitation à ne pas l'utiliser. En santé, si on fait ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont moins riches, qui vont éviter d'aller consulter s'ils ne se sentent pas bien, vont laisser traîner des problèmes et se retrouver plus malades par la suite. Les gens qui prônent l'usage des tarifs dans les services publics ont tendance à la fois dire que c'est bon pour réglementer l'usage, mais que ça ne réduira pas l'accès. Et on ne peut pas gagner sur les deux fronts. Claude Monmarquette et Vincent Geloso sont tous deux partisans d'un rôle accru pour le marché. Et dans ce sens-là, ce sont des néolibéraux assez standards. Ce sont des économistes qui sont sceptiques quant à l'intervention de l'État, la réglementation étatique, les services publics. La façon de travailler des économistes, c'est une façon très rigoureuse avec des modèles formels qui a le grand avantage de mettre à plat, dans le fond, tout le raisonnement et de partir de prémices simples. La faiblesse de cette approche-là, c'est un peu le revers de ce qui fait sa force, c'est que ces prémices-là sont souvent trop simples. Et donc, les économistes ont besoin aussi de se rappeler que l'économie, c'est une science sociale et que quand on fait de la science sociale, on doit tenir compte des valeurs, des comportements collectifs qui ne sont pas tous guidés par la rationalité économique. J'ai lu Claude Monmarquette, je le connais de réputation, mais on n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer et de discuter, de débattre. Je suis certain qu'on ne s'ennuiera pas et qu'on va avoir des échanges intenses. Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente à tour de rôle Alain Noël. Vous avez été président du Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion. Vous êtes surtout professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Et on vous doit quelques livres, entre autres un livre important, La gauche et la droite, et un livre plus récent, Miser sur l'égalité. Julia Posca, chercheuse à l'IRIS. Vous écrivez de temps à autre dans le Journal de Montréal, sur le blog du Journal de Montréal. On vous doit quelques textes, entre autres, une collaboration, L'austérité au temps de l'abondance. Et on peut vous lire aussi dans une publication originale de l'IRIS, 5 chantiers pour changer le Québec. Et vous défendez dans ce livre la diminution du temps de travail ou la semaine de 32 heures. Vincent Geloso, vous êtes docteur de la London School of Economics. Vous êtes spécialiste de l'histoire économique et on vous doit quelques livres. Un livre sur l'histoire économique du Québec, du grand rattrapage au déclin tranquille, un livre qui a été traduit en anglais. Claude Monmarquette, vous êtes professeur émérite au département d'économie de l'Université de Montréal. Vous avez fait de la recherche en économie appliquée, en économétrie aussi. On vous doit quelques recherches plus récentes sur la tarification des services publics. Et vos dernières recherches concernent le thème de la surqualification professionnelle. Et donc, si on commençait par une première question, et je m'adresse à vous en premier, Claude Monmarquette, le néolibéralisme est sur toutes les lèvres depuis au moins 25 ans pour décrire l'évolution des politiques publiques. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire le néolibéralisme? Est-ce que c'est un terme adéquat pour décrire l'évolution du Québec depuis 3 décennies? Moi, je n'utilise pas ces termes. Je ne sais pas ce que ça signifie essentiellement. C'est trop large pour moi. J'aime mieux les choses un peu plus précises parce que ça peut recouvrir tellement de choses, au-delà de l'économie d'ailleurs. Je pense qu'il y a 2 choses, c'est soit l'intervention de l'État, soit un recours au marché, un équilibre entre les 2. Alors, c'est ce qu'on a évolué, c'est ce qu'on a vécu au Québec, avec une implication de l'État quand même beaucoup plus importante qu'ailleurs, au fond, en Amérique du Nord, entre autres.
Donc, ce terme, je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Et vous, Alain Noël, votre avis sur le néolibéralisme, est-ce que c'est un concept adéquat? Est-ce que ça veut dire vraiment quelque chose? M. Beaumarchais a raison de dire que c'est un terme très large. On pourrait dire, on dit en sciences politiques, on parle d'un référentiel pour décrire un mot qui ramasse un peu l'esprit d'une époque. Et on peut dire que le néolibéralisme, même si personne ne s'en revendique directement dans le fond, ça représente le tournant qui a été pris dans les années 80, à partir des années 80, 1980, vers l'idée que l'État était inefficace, que l'action collective était source de recherche de rente, qu'il fallait déréglementer, ramener la logique du marché, et en même temps, donc plus de marché et aussi plus d'individualisme, plus d'accent sur les droits individuels, sur les identités aussi, c'est venu avec le néolibéralisme. Donc, c'est une grande tente, le libéralisme, mais c'est utile pour distinguer notre époque, disons, de l'époque antérieure des années d'après-guerre jusqu'à peu près 1975-80. Et vous, si je vous posais la même question, Vincent Geloso, le terme néolibéralisme, ça vous inspire quoi? Est-ce que c'est adéquat? Il y a plusieurs définitions qui existent, qui sont conflictuelles entre elles, et lorsqu'on trouve un concept qui a lui-même à l'intérieur de sa proposition des définitions conflictuelles, c'est un concept qui est peut-être un concept de trop. Souvent, le message est caricaturé d'une manière grossière, en présentant que c'est du tout au marché ou du tout à l'État, alors que le point qui a été généralement émergé dans cette mouvance-là, parce que c'est vrai qu'il y a un courant qu'on peut vaguement référé comme ça, qui a émergé au cours des années 80, mais le point, ça n'a jamais été tout au marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fallacie du nirvana, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une faille de marché, c'est pas parce qu'il y a une faille du marché qu'automatiquement l'État est une solution supérieure. C'était d'intégrer dans l'analyse des politiques publiques la possibilité de l'échec gouvernemental en contrepartie à l'échec du marché. Et Julia Posca, vous, à l'IRIS, le terme néolibéral, c'est un mot qui revient quand même souvent pour décrire les politiques publiques. Comment est-ce que vous définissez le néolibéralisme? L'intérêt, je pense, du concept, c'est de voir d'une part qu'à l'origine, c'était un courant intellectuel qui voulait renouveler le libéralisme et donc offrir une alternative à la fois au laisser-faire, puis à la fois au socialisme ou justement aux solutions plus étatiques. Donc un courant qui apparaît à la fin des années 30. Puis en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, par ailleurs, le terme a acquis une valeur davantage critique. Puis je pense que s'il est pertinent, le terme, même s'il est utilisé de manière critique, c'est parce que justement, il est capable de donner une cohérence à un ensemble de phénomènes qui ne semblent pas nécessairement reliés les uns avec les autres. Il permet de décrire une nouvelle modalité d'action de l'État. Au début des années 90, quand les mouvements sociaux employaient le terme de néolibéralisme, ils critiquaient ce qu'ils avaient l'impression qu'il était un retrait de l'État. Or, on réalise aujourd'hui qu'en fait, ce n'est pas un retrait de l'État, mais c'est vraiment une nouvelle philosophie de l'État, une nouvelle mode d'action où l'État devient celui qui doit créer de la compétition à la fois entre les entreprises, créer de la compétition à l'intérieur des services publics, parce qu'on prend pour acquis que c'est qu'en fait, que le marché est le meilleur mode d'organisation, que c'est ça qui va créer le plus d'efficacité. Et donc, quand on pense l'action de l'État en termes d'une action qui est néolibérale, bien, on est capable de, par exemple, voir la mise en compétition des établissements universitaires comme une politique qui est, oui, effectivement, néolibérale, même si on n'est pas en train de privatiser les universités. Donc oui, il y a une pertinence à un concept parce qu'il permet de donner un sens à un ensemble d'actions. Une bonne façon de penser au néolibéralisme, c'est de se poser la question, le néo, là, il sert à quoi? Qu'est-ce qu'il y a de néo dans le néolibéralisme? C'est pour le distinguer de l'ancien libéralisme, qui était, dans le fond, la doctrine intellectuelle de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui a donné naissance à la démocratie. Et le libéralisme, c'était l'idée de protéger les droits, incluant le droit à la propriété privée, contre l'absolutisme, la monarchie, la dictature. Et donc, le libéral de cette époque-là, du fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il était surtout soucieux de créer des mécanismes institutionnels pour éviter la dictature, protéger les droits individuels. Ce que le néolibéralisme amène, le néolibéralisme ne remet pas ça en question, mais ce que le néolibéralisme amène, c'est une préoccupation additionnelle. Puis dans la façon de présenter les choses de Claude Beaumarchais et de Vincent Geloso, on retrouvait ça, une préoccupation très importante pour l'efficacité, c'est-à-dire faire les choses de façon
optimale, compte tenu de ce que la théorie économique nous enseigne, par exemple, pour organiser les politiques publiques? Ben, en les entendant, je commence à aimer le terme, en fait. Mais c'est pas comme ça qu'il est utilisé, généralement. Comment on l'utilise généralement? On l'utilise comme un terme très péjoratif. On dit « Ah, vous êtes un néolibéral », je parle dans les milieux, par exemple, journalistiques ou autres, et ça met fin à la discussion. On ne peut plus discuter. Vous êtes un néolibéral, point. Et c'est pour ça que ce terme-là, pour moi, couvre trop de choses à la fois, et cet aspect un peu négatif, un peu péjoratif au fond du terme, je pense qu'on perd le débat. Et là, s'il fallait entrer dans les détails que vous avez rentrés, bien là, on commence à comprendre, mais ça ne s'est jamais fait de cette façon-là. En fait, c'est exact que le terme peut être utilisé comme une insulte, ou on peut l'utiliser de la façon dont moi je le comprends, c'est plutôt de façon analytique, c'est-à-dire essayer de comprendre un mouvement d'idées, une époque, une perspective. Quand Donald Trump a été élu, en remettant en question l'Union européenne, la mondialisation, le libre-échange, les droits des minorités, moi, je me suis senti néolibéral parce que, dans le fond, ce qu'il remet en question, c'est presque tous les acquis de notre époque. Et ces acquis-là, pour une bonne part, moi, je les partage aussi. Et donc, je ne m'identifierai pas comme néolibéral, c'est pas l'étiquette que je voudrais porter, mais je suis conscient qu'il y a une grande partie de notre façon de penser qui relève de ce cadre de référence-là. Et c'est sûr que le fait que les mots, à un moment donné, deviennent des insultes, ça nuit à l'analyse. C'est surtout cette évolution-là qui est intéressante, c'est de montrer, comme Julia avait dit tout à l'heure, que l'État refuse de ne plus intervenir, mais qu'il intervient différemment, en essayant de créer des comportements de marché, la sélection des écoles par les familles. Et on dirait surtout que même ceux qui refusent l'étiquette de néolibéral citent quand même les auteurs qui sont associés à ce courant-là, comme Hayek. C'est difficile. J'ai beaucoup aimé la définition que M. Noël a fournie, avec laquelle j'ai de la difficulté à avoir une objection. Le problème, c'est que même dans le monde analytique, il existe des définitions conflictuelles. J'ai vu des gens dire que des dépenses publiques augmentées, c'est un signe de néolibéralisme. Donc, c'est difficile de réconcilier ces deux aspects-là ensemble pour prendre le concept en soi comme quelque chose qui n'a pas été perverti comme concept analytique. Mais au-delà de ça, le point, c'est que les gens qui sont affublés de cette étiquette-là, c'est des gens qui se définissent d'un libéralisme très classique, et c'est très rare qu'ils proposent, parce que quand vous dites, par exemple, d'avoir plus de compétition pour les écoles, ce qu'ils proposent, c'est d'ajouter un petit peu plus de marché, mais ces gens-là, quand vous les écoutez en détail, ce qu'ils disent, c'est « non, mais si on n'est pas capable de retourner en arrière vers quelque chose où il y a moins d'État, point, on va intégrer au moins un petit peu de mécanismes de correction, donc utiliser les marchés si possible, ou la société civile si possible, pour améliorer les résultats. » Mais si vous prenez, par exemple, une des personnes qui est citée fréquemment, c'est Milton Friedman, qu'on dit donner plus de choix avec les écoles, qui était une des personnes qui a avancé ça. Mais Friedman lui-même disait des choses comme étant « faut que l'État se retire de l'éducation et offre uniquement aux parents une subvention, qu'eux choisissent leur école après, mais que l'État ne produise aucunement une éducation. » Donc, ce qui est identifié comme du néolibéralisme, c'est une réponse de certaines personnes à la marge pour améliorer à l'intérieur du cadre institutionnel existant, d'ajouter des petites coches d'amélioration ici et là. Ce n'est pas un courant intellectuel en soi, c'est juste une approche de gouvernance, rien de plus, là. Julia Posca, accroître la concurrence, développer des comportements de marché, miser sur l'efficacité, etc. Pour vous, est-ce que c'est une voie dans laquelle il faut avancer davantage en matière de politique publique? Est-ce qu'on y gagne quelque chose? Il faudrait peut-être prendre des exemples plus précis pour être capable de juger de ça. Ce qu'on voit justement dans le cas, par exemple, de l'éducation, c'est des universités qui deviennent finalement, qui vont beaucoup miser sur le marketing, sur la réputation des chercheurs ou des professeurs qui vont engager pour augmenter la valeur des diplômes qu'ils vendent aux gens, aux étudiants, donc qui sont ceux qui vont aller se procurer, finalement, augmenter leur capital humain. Le discours, il est, en fait, là, je le dis comme on le présente exactement. Ce sont des politiques qui mettent de côté un certain nombre de principes comme le fait que l'éducation, ce soit la manière de se donner un socle commun, une culture commune, un ensemble de
valeurs, d'attitudes, de pensée critique face à la société. On met ça de côté, puis on dit non, l'éducation, ça devient la manière d'augmenter sa valeur sur les marchés, puis ensuite d'être capable de, finalement, d'accroître, de s'enrichir, finalement, de manière individuelle. Donc, il y a vraiment deux projets de société, j'ai l'impression, derrière ce mode de gouvernance-là, qui, ceci dit, évidemment, il n'est pas massif, puis, comme je disais, il y a de la résistance, mais la tendance est claire, à mon sens. Claude? Les économistes, généralement, ne choisissent pas les objectifs. Ce ne sont pas à eux à choisir les objectifs. Si on doit avoir une solidarité ou une plus grande redistribution ou une plus grande efficacité. Vous donnez les objectifs à un économiste, il va vous trouver les moyens de vous rendre à cet objectif-là. Et c'est tout ce qui est la différence entre d'autres disciplines, essentiellement. On est plutôt des technocrates à bien des égards, et c'est pour ça que nous, au cœur, au fond, de notre modèle, au fond, de notre paradigme, c'est la concurrence. On pense que la concurrence, si on regarde la théorie économique et également la dimension empirique de ce qu'on peut observer, la concurrence conduit à une plus grande efficacité. Et si on veut redistribuer les ressources, on est tout à fait d'accord avec ça, mais on va vous dire comment le faire. C'est sur la base de la théorie économique. Alors, si vous ne croyez pas, évidemment, à la théorie économique, bien là, il n'y a rien qui fonctionne, essentiellement. Alors, il n'y a pas grande différence entre... Moi, j'ai toujours mentionné qu'il n'y a pas grande différence entre des gens de gauche ou des gens de droite au niveau des objectifs. C'est au niveau des moyens que la différence se situe. Et encore une fois, les économistes n'ont pas à définir les objectifs. Contrairement à ce que vous faites dans votre organisation, où vous définissez des objectifs. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on devrait faire comme économiste, en tous les cas. Alors, je ne vous reproche pas de le faire si vous n'êtes pas économiste, mais si vous l'êtes, il y a un problème. Alors, c'est la question d'avoir les bons outils pour réaliser les objectifs qu'une société se donne. C'est tout. Et parmi ces outils-là, vous avez fait des recherches sur la tarification des services publics. Quels sont les services publics qui gagneraient le plus à être tarifés et surtout pourquoi? La grande différence, en fait, c'est que c'est encore une fois dans la définition aussi de ce que c'est qu'un bien public. C'est pas parce que l'État produit un bien que le bien est public. Pour un économiste, un bien public, c'est très rare. C'est un bien que vous et moi pouvons partager. La santé n'est pas un bien public. On ne peut pas être opérés tous les deux sur la même table d'opération. Alors là, à ce moment-là, il y a une question. L'éducation, c'est la même chose. Ce n'est pas un bien public, l'éducation. On ne peut pas tous être à l'université, il n'y a pas assez d'espace, essentiellement. C'est un bien privé qui est collectivement financé. On s'est donné, comme société, l'idée que, collectivement, on va financer l'ensemble, ou la grande partie de ces biens-là, puis après ça, on va les utiliser. Et le tarif, ce qu'il fait, c'est qu'il vient ajuster un peu son rôle de prix. Dire, écoutez, on va signaler l'importance que ça vous donne pour vous, l'éducation, parce que vous allez devoir payer une partie de cette éducation, la même chose pour la santé. C'est, à mon avis, équitable et efficace, parce que là, vous avez accordé une valeur, parce que vous devez débourser quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut payer l'ensemble, comprenez-moi bien, mais le tarif est à la fois équitable et efficace. Et on n'utilise pas, je m'excuse, on n'utilise pas le tarif pour redistribuer les revenus. Si on veut redistribuer les revenus, on prend une autre politique. On transfère des ressources. Quand on utilise les prix pour redistribuer les revenus, on s'en va exactement dans le sens contraire. Vous avez l'éducation qui est un exemple parfait, avec l'absence de hausse des frais de scolarité relativement élevés. C'est la classe des plus démunis qui vient à payer, en fait, pour ceux qui participent à l'éducation, qui est une classe de niveau supérieur. Je reviens vers vous, Vincent, dans quelques secondes, parce que je sens qu'on a quelque chose à dire là-dessus. Mais pour vous deux, là, vous venez d'entendre ça, l'éducation n'est pas un bien public, la santé n'est pas un bien public. Et surtout tarifé, c'est quoi quels sont les effets de la tarification, selon vous? Bien, la première chose que je voudrais dire, c'est que M. Beaumarchette nous a dit qu'il ne se prononçait pas sur les objectifs et il a suivi avec une discussion sur la concurrence, les tarifs, la façon d'être équitable et efficace. C'est les objectifs, ça. Les objectifs d'avoir une meilleure éducation possible. Oui, mais... Ça, c'est l'objectif. Parmi les objectifs qu'on se donne comme société, il n'y a pas juste d'avoir le meilleur service au meilleur prix, mais il y a aussi d'établir des droits. On estime que c'est un droit de se faire soigner dans une société civilisée, qui a les moyens de le faire quand on est malade. Et là, on sort du registre de la concurrence et de l'efficacité et on entre dans celui des droits. Et c'est de ça dont on parle. Ça veut dire que vous vous prononcez autant sur les fins que sur les moyens quand vous dites ça nous prend une société de concurrence pour gérer le système de santé ou l'éducation, alors que c'est pas nécessairement... c'est un objectif, c'est une fin. Premièrement, quand M. Beaumarchette dit concurrence, il y a un synonyme pour ça, c'est des incitations.
Le but, c'est d'avoir des incitations à corriger des erreurs. Un monopole, qu'il soit privé ou public, peu importe la question qu'on pose, la réponse d'un économiste va être la même. Un monopole privé ou public ne va pas avoir la même incitation à améliorer la qualité du service. Puis la question qui devrait être souvent avancée, c'est s'il existe des failles de marché, il existe des failles de l'État. Ceux qui, par définition, vont d'une faille du marché, et elles existent, elles arrivent, et vont automatiquement à une solution par l'État, c'est une fallacie du nirvana de penser qu'automatiquement, on peut solutionner quelque chose par une utopie. Mais je peux vous dire, par exemple, que le financement en éducation, il y a eu des effets pervers. Par exemple, le fait que la plus grande partie de l'éducation universitaire, ce n'est pas juste du capital humain, c'est du signal. Plus vous subventionnez un signal, plus vous réduisez la valeur du signal. Il y a une littérature qui émerge là-dessus en économie de l'éducation sur les effets pervers des subventions à l'éducation. Je pourrais vous dire qu'à l'intérieur du système qu'on s'est donné de vouloir subventionner l'éducation universitaire, ça serait bien. Mais je peux aussi vous dire que financer l'éducation universitaire, point, ce n'était pas une bonne idée. Donc, M. Montmarquette, ce qui a répondu, c'est tout à fait défendable dans le framework que vous lui imposez des contraintes. Mais on peut aussi répondre dans un framework plus normatif, où est-ce qu'on dit, peut-être que vous ne devriez pas faire ça, point barre. Je pose une question à tous les deux pour être sûr de bien vous comprendre. En règle générale, quand vient le temps d'allouer des ressources, le marché est plus efficace. La concurrence est plus efficace. Vous êtes d'accord là-dessus? La concurrence, les incitatifs, ça vient ensemble, effectivement. Et là, vous entrez dans un débat difficile quand même, parce que, regardez, on est en train de vivre des choses absolument incroyables présentement. Et là, j'ai fait un petit peu de déviation sur l'éducation, mais je vais, par exemple, sur l'environnement, que les économies jugent comme un bien public véritable. Où là, l'État, parce qu'il n'y a aucune entreprise privée qui est très intéressée par ça, parce qu'il y a des externalités qui ne sont pas capables de récupérer, l'État a un rôle à jouer complètement. L'État, il ne joue pas ce rôle-là, essentiellement. Et vous voyez aux États-Unis, le plus bel exemple classique d'une difficulté avec l'État. Ça, maintenant, c'est les secteurs privés prennent en charge maintenant la question de la pollution. Pourquoi? Parce que les gens sont prêts à payer maintenant pour avoir cet environnement plus sain. Je vais juste répondre à une chose très rapidement pour complémenter. L'économiste, quand vous dites le marché, l'économiste va se poser 5 questions, puis peu importe c'est quoi, ils vont peut-être avoir des réponses différentes, mais 1, est-ce que c'est un problème? 2, si c'est un problème, est-ce qu'il existe des solutions privées volontaires, volontaires étant le mot-clé? Si oui, ils existent, est-ce qu'il y a des barrières qui présentement les empêchent d'émerger? S'il n'existe pas de solution privée, est-ce que la solution gouvernementale est pire que le problème? Et c'est seulement quand on a répondu à ces questions-là qu'on accepte l'intervention de l'État. Il va y avoir des réponses différentes pour les économistes, mais c'est un schème de raisonnement qui essaye d'invalider les mécanismes dans lesquels il y a moins d'incitation à corriger des erreurs que l'être humain commet naturellement, là. Sur la question de l'absence d'objectifs des économistes, je reprends un peu ce que disait Alain Noël, mais c'est particulier comme position parce que si on prend la question de la santé, par exemple, puis de la tarification des services de santé, des soins de santé, eh bien, si on impose des tarifs, donc une barrière à l'accès à ces soins-là, bien, on est certain d'accomplir un objectif, c'est-à-dire nuire à la santé publique, à la santé globale de la population, et donc engendrer une foule de problèmes de santé publique. Donc oui, il y a des objectifs très clairs qui accompagnent le type de politique qui sont mis de l'avant à droite. L'autre chose, c'est que c'est faux de dire que des politiques publiques ou des concepts comme la concurrence ou le marché, c'est des concepts qui sont neutres. Je veux dire, toute politique publique, nécessairement, il y a une volonté qui l'accompagne et on le voit bien dans les effets que ça a ensuite. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, justement, pour revenir un peu au thème de la discussion qui est le néolibéralisme, c'est que oui, l'État a pris en charge, ou en tout cas, les gouvernements dans les 20 dernières années qui se sont succédés, ont en tout cas émis cette volonté-là d'organiser des marchés et donc justement d'essayer de créer cette concurrence. Or, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Le meilleur exemple, c'est le Plan Nord au Québec. Qu'est-ce que c'est le Plan Nord? C'est l'État qui dit, d'accord, nous, on va vous construire des routes, on va vous donner de l'électricité à rabais. Mais vous ne pouvez pas trouver un meilleur exemple pour faire notre point.
que le plan Nord. Le point qu'on fait fondamentalement, c'est que vous pouvez nous imposer une contrainte comme question. À l'intérieur de telle décision de politique publique, quelle est la meilleure chose à faire? Parfait, on peut répondre comme ça. Mais je peux aussi répondre d'une manière purement normative, de dire pourquoi le plan Nord? La Côte-Nord s'est développée largement avec des subventions par Duplessis qui a construit les infrastructures. Et une fois qu'on a réalisé que ce n'était pas aussi profitable qu'autrement ou qu'il y a eu un tour dans le marché, des gens ont été coincés là, il y a eu un coût humain considérable, mais ça ne serait pas survenu si ce n'était pas d'une distorsion, une distorsion aux incitations que l'État a causées par cette intervention-là. Mais je vous refuse l'argument que l'intervention est nécessaire parce que, premièrement, il y a des gens qui capturent la réglementation à leur intérêt, mais il y a aussi des situations dans lesquelles il existe des corrections par le marché. L'innovation est le plus grand destructeur de monopole qui n'a jamais existé. Si vous empêchez ces mécanismes-là de fonctionner en permettant à des gens d'embarquer, bien, Uber a détruit un monopole qui était légalisé par la force de la loi. Uber est une compagnie qui a détruit un monopole qui existait naturellement. Le marché, la société civile a des mécanismes de correction. Des fois, je vais reconnaître, et je vais souvent reconnaître qu'il y a des failles du marché, que le marché est imparfait. Puis là, après, quand j'accepte ça, quand je vous pose les 4 questions que je vous ai dit tantôt, que je reconnais que c'est un problème, qu'il n'y a pas de solution privée, puis qu'il n'y a pas de barrière aux solutions privées, puis que la solution n'est pas pire que le problème, c'est là que je commence à accepter de dire, OK, c'est quoi la solution qui est intéressante? Là, je peux commencer à mettre mon chapeau de technocrate. Mais quand je vous pose ces 4 questions-là, c'est que je vous refuse l'argument qu'on va passer toutes les étapes avant qu'on passe directement à la 4e étape. Moi, je vous dis, non, faisons toute la question avant. Est-ce que c'est vraiment un problème? Donc, Donald Trump, quand il dit que les immigrants, c'est un problème, je ne suis pas d'accord avec lui, donc je lui refuse la première étape. Si après ça, on me dit que l'environnement, il faut que l'État intervienne, parfait, je reconnais ça, mais je reconnais que l'État fait plusieurs choses qui créent le problème environnemental. Par exemple, le fait que les routes ne soient pas tarifiées, ça fait en sorte qu'il y a plus de circulation qu'autrement, donc plus de gaz à effet de serre qui sont émis. Je donnerai la réplique tout de suite à Julia, ensuite Claude et Alain. Si on peut distribuer comme ça, désolé Alain. Avec un seul exemple, qui a mis en place la bourse du carbone? Ce sont des États. C'est des États qui ont dit on va instaurer un mécanisme de marché qui va permettre de, soi-disant, de réduire les problèmes environnementaux, de réduire la pollution atmosphérique. Ça rentre dans mon raisonnement, ça. L'État est très actif à donner au privé le plus de place possible. Je veux dire, si on pense à quand on parle de financiarisation de l'économie, à la place qu'ont prise les entreprises financières dans notre économie, ce sont les États qui leur ont donné en permettant une régulation qui laisse cours finalement à la croissance des actifs financiers. L'État joue un rôle actif, mais pas celui que vous lui imputez. Il n'est pas en train de prendre la place des entreprises privées. Il est en train de créer le cadre, créer cette utopie qu'on appelle le marché. Regardez bien, les économistes, par exemple, auraient préféré une taxation sur les pollueurs. Le marché des carbones, c'est deuxième ordre, essentiellement. Et là, on voulait dire, là, on vous donne raison, l'État aurait dû faire jouer son rôle de taxer les pollueurs. Là, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Je ne le sais pas. Il y a des groupes de pression. Notre collègue ici peut en parler plus que nous. Il y a des recherches de rente, etc. Pour nous, là, le marché du carbone, c'est un second best, comme on dit. En fait, on aurait préféré la taxation des pollueurs. Et tantôt, j'ai bien mentionné, je ne suis pas en contradiction avec vous, quand vous dites que les gens n'ont pas les moyens de se payer s'il y a un petit tarif régulateur, au fond, qui ne financera pas de toute façon. Si les gens n'ont pas les moyens, il faut leur transférer des ressources. C'est ce que je vous ai dit tantôt. On n'est pas contre ça. Transférez leurs ressources directement. Transférez-leur leurs ressources, puis laissez-les choisir ce qu'ils veulent faire. Mais ayez un système qui rend, au fond, qui rend la valeur du service, au fond, compatible avec ce que les gens sont prêts à payer. C'est tout ce qu'on dit. C'est pas incompatible. Mais il ne faut pas, encore une fois, utiliser les prix pour redistribuer les ressources. Ça va souvent dans le sens contraire que ça veut dire. Alain Noël se contient depuis tout à l'heure. Oui, bien là, il y a plusieurs choses, mais c'est sûr que les prix, ça crée des incitations. Et si, moi, par exemple, je serais très favorable à ce qu'on ait des tarifs pour les ponts à Montréal, pour réduire la congestion urbaine, puis encourager le transport en commun. Entre autres. Mais je suis favorable à cette solution-là précisément parce que je pense que si on met des tarifs, les gens vont moins utiliser leur auto pour traverser sur les ponts. Et donc, je pense que si c'est vrai pour les ponts, c'est probablement vrai pour la santé aussi et pour l'éducation aussi. Quand tu mets un prix sur quelque chose, ça diminue la consommation, toutes choses égales par ailleurs. Et je pense que quand on arrive à l'éducation et à la santé,
on est dans le domaine des droits et on ne veut pas diminuer la consommation sur la base d'un critère économique. Par ailleurs, là, ça fait longtemps que j'attends, par ailleurs, les 5 questions de Vincent Geloso suggèrent que pour chaque problème, il y a une solution. Et ça, c'est un problème parce que, d'une part, dans une société comme la nôtre, qui est pluraliste, on ne s'entend pas sur le problème. Donc, on ne peut pas découper toute la problématique sociale en petits problèmes séparés qu'on isole puis qu'on négocie. Il peut y avoir, par exemple, un enjeu qui a trait à la santé, qui concerne également l'égalité homme-femme, qui concerne l'accès aux soins des minorités. Et là, il faut faire des arbitrages. Et quand on fait ces arbitrages-là, c'est rare qu'une expertise économique peut faire le choix. Ça devient un enjeu démocratique, il faut faire des choix. Et donc, c'est pas si simple que ça. Par ailleurs, dans l'argument de Vincent, c'est que soit on fait son analyse économique, ou soit on s'en va vers l'utopie, le nirvana, le raisonnement fallacieux qui a comme l'État va tout régler, puis on va être au nirvana. Je pense que c'est caricatural de présenter les choses comme ça. Tout le monde fait des raisonnements sur les politiques publiques en fonction de poser un problème, voir comment ça correspond à d'autres problèmes, quels sont les enjeux pour les droits, quelles sont les meilleures solutions. Moi, les conclusions que je tire, c'est que si je regarde 2 sociétés qu'on connaît bien, le Canada et les États-Unis, je pense qu'on pourrait être d'accord pour dire que les États-Unis ressemblent un peu plus au monde tel que Milton Friedman souhaitait qu'il fonctionne. C'est-à-dire un monde où les incitatifs de marché sont plus présents, où l'État joue un moins grand rôle, où il y a moins de redistribution, où il y a moins de services publics, où si tu veux te faire soigner, tu payes, ou tu t'assures, ou tu t'arranges, ou tu vas à Medicaid, tu es archi-pauvre. Et le rêve américain aujourd'hui ne se vit pas aux États-Unis, il se vit au Canada. Au Canada, on vit plus longtemps, on est plus en santé, la mobilité sociale est plus grande. Si tu nais dans une famille modeste, tu as plus de chances d'avoir une éducation universitaire. Tout ça fait largement parce qu'on a pris nos distances par rapport à un modèle tout au marché qui a eu plus d'impact aux États-Unis, qui continue d'avoir plus d'impact, qui engendre des inégalités, qui est mauvais pour la qualité de vie, qui crée maintenant du populisme, qui est destructeur de la démocratie. Bref, le modèle de Milton Friedman, non merci. Bien, je veux juste répondre à ça. J'adore votre exemple. Premièrement, le cas américain, c'est la preuve pas mal de ce qu'on essaye de dire. C'est qu'en matière de santé aux États-Unis, c'est difficile de caractériser ça comme un libre marché. L'assurance ne peut pas être vendue à travers les lignes de frontières. Non, je dis que c'est plus proche d'une logique d'incitation marchande. Je comprends ce que vous voulez dire, puis j'arrive à un point de connexion entre nous deux. C'est que les États-Unis, quand on regarde des indices de liberté économique, les indices de réglementation, les États-Unis, en fait, sont même plus bas que le Canada en termes de liberté économique, mais c'est parce que le Canada a l'option de transférer. C'est-à-dire qu'au Canada, on utilise beaucoup plus les transferts qu'on utilise, comme aux États-Unis, des mécanismes de transfert par de la réglementation. Donc, par exemple, on réglemente les compagnies d'électricité. On leur dit, vous devez charger tel prix de telle manière pour faire en sorte que ça va être équitable pour le consommateur dans le but d'aider les plus pauvres. Mais ça, c'est utilisé par la réglementation. C'est un mécanisme qui est très coûteux et on réalise qu'en fait, à long terme, il y a plusieurs articles qui ont commencé à sortir, que ça a eu un effet sur augmenter davantage le prix pour le prix du panier de consommation des plus pauvres que des plus riches. Et ça, c'est le résultat d'une intervention à travers le mécanisme de marché qui a eu des distorsions, des effets secondaires qui ont été observés plusieurs années plus tard. J'ai aucun problème avec l'idée de redistribuer. J'aime l'idée du revenu minimum garanti. J'en suis un de ses défenseurs. Mais le Canada, quand vous dites le monde de Milton Friedman, je pense que Milton Friedman préférait probablement le Canada aux États-Unis parce que la redistribution se fait par la voie réglementaire aux États-Unis puis par la voie standard de finances publiques qu'on dit dans les textbooks en économie, plus proche au Canada avec ça. Donc, ce que vous venez de faire comme point, c'est mon point. C'est un peu compliqué, hein? Ouais, mais juste un point sur la question, par exemple. Moi aussi, je suis d'accord avec Vincent et deuxièmement, je pense qu'il faut savoir un peu plus sur les Américains en termes, par exemple, de dépenses publiques. La proportion des dépenses de santé publiques aux États-Unis par rapport au PIB est supérieure. Oui, ben oui. Alors, mal utilisé. Mal utilisé. Ah ben non, là, c'est pas moi, là, si vous rentrez là-dedans, mal utilisé. Ben, il y a une question de plus technologie. Grande proportion du PIB qui est consacrée à la santé
et moins grande espérance de vie. Non, je ne parle pas seulement du secteur privé, parce que là, on ajoute une portion importante du secteur privé, mais en termes de dépenses publiques, dépenses publiques par rapport au PIB, c'est supérieur aux États-Unis que celle au Québec. Pourquoi? Parce qu'en général, les systèmes sélectifs qui vont viser seulement les pauvres sont inefficaces, alors que les programmes universels sont peu coûteux, rejoignent tout le monde, donnent des résultats, mais évidemment, ça ne correspond pas à l'idéal du marché, mais ça marche. Mais le revenu minimum garanti, c'est un programme universel. Mais ça, c'est une autre question. Mais ça respecte le point fondamental qui est, si vous voulez aider les plus pauvres, ce que je pense peu de gens diraient le contraire, ça peut se faire par des voies simples de transfert. Vous pouvez y aller avec un revenu minimum universel, vous le garantissez aux gens, puis vous leur donnez ce montant-là. Ça n'existe nulle part, puis il y a peut-être une raison pour ça. Je comprends, mais vous voulez faire l'argument d'analyse. Je suis 100% d'accord avec vous, mais vous me dites dans quel monde vous préférez vivre. Le monde que vous avez admis préférer vivre, c'est celui que la plupart des économistes, quand vous leur mettez la contrainte mon monde où je veux vivre, c'est pas un monde de carton-pâte, imaginez, là, je parle de... Comparons la Suède, le Canada, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, puis voyons quelle société a des politiques qui sont plus satisfaisantes. C'est ça. Analysons la société qu'on a devant nous. La pauvreté, c'est pas simplement une question monétaire. La pauvreté, c'est un phénomène qui est plus complexe que ça et qu'on ne règle pas seulement en mettant de l'argent dans les poches des gens. L'autre chose, donc, comme je le disais, c'est que si on a justement une société au Québec qui est moins inégalitaire, c'est parce que on a donc une éducation qui est accessible. On a des services de garde aussi qui sont accessibles, donc qui offrent à l'ensemble des enfants au Québec les mêmes chances de départ. On ne peut pas se passer des services sociaux universels parce qu'on va créer une foule d'autres problèmes. Et le revenu minimum garanti, c'est une solution que l'État, encore une fois, peut amener, mais aussi les entreprises doivent aussi faire leur part parce que là, justement, au Québec, l'État fait déjà beaucoup sa part. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on critique constamment le modèle social québécois, c'est qu'on dit l'État en fait trop, la société et les contribuables en font trop. Je pense qu'il est temps justement que là, les entreprises fassent leur part elles aussi, notamment en augmentant le salaire minimum. Parce que là, on a des gens qui travaillent, mais qui restent sous le seuil de la pauvreté. Puis on ne parle pas juste d'étudiants, on parle d'une majorité de femmes, de gens qui travaillent en majorité à temps plein, des gens qui ont des enfants, beaucoup, mais qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté alors qu'ils travaillent. Donc, il faut penser aussi à une foule de solutions si on veut régler ce problème-là, diminuer la pauvreté. Ça ne peut pas juste être on se débarrasse de toute l'action de l'État et on fait juste donner un minimum à tout le monde. Alain Noël, juste pour... j'essaie de résumer le clivage qu'il y a entre vous. Vous connaissez bien ce livre parce que vous l'avez écrit. Je vous résume, peut-être pas aussi bien que vous pourriez le faire, mais dans votre livre, vous dites que la grande différence entre la droite et la gauche, c'est un désaccord fondamental sur l'égalité. Les gens de gauche sont plutôt favorables, puis les autres disent plus de liberté. Et ce que j'entends entre vous, c'est que de ce côté-ci, vous aimez mieux miser sur la liberté, sur le choix des gens. Non, même pas. Si je peux préciser un peu, c'est que les deux côtés sont d'accord sur l'égalité du citoyen, de ses droits, mais la gauche met un peu plus l'accent sur l'égalité réelle. Mais les deux côtés sont des expressions du grand cadre libéral démocratique qu'on partage tous. Et donc, il y a beaucoup en commun, effectivement, parce que ça fait partie du débat démocratique. C'est la façon dont le débat démocratique s'organise dans toutes les démocraties et à peu près dans tous les pays du monde. Mais justement, quand vous parlez d'égalité réelle, il faut intervenir, donc il faut des leviers collectifs. Mais j'ai l'impression que, surtout pour vous, Vincent Geloso, les inégalités, là, c'est pas si grave que ça. Non, absolument pas. Il y a des inégalités qui sont offensantes, il y en a qui ne le sont pas. Celles qui résultent de choix personnels, c'est-à-dire ma conjointe et moi, on vit dans un couple hautement inégalitaire. Ma conjointe fait plus que moi, puis son revenu augmente plus vite que moi. Elle a travaillé et est rentrée sur le marché plus tôt que moi. Notre couple est une société fondamentalement inégalitaire, mais jamais j'échangerai nos positions. Jamais je voudrais devenir avocat. Je suis très content comme économiste. Ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'il y a des inégalités que vous héritez à la naissance, donc mon espèce de voile rawlsien, si on veut. Je pense qu'il y a un rôle de redistribution à cet égard-là, mais je reconnais aussi qu'il y a une autre forme d'inégalité que l'État est très bon à créer. On dit que le Québec est une des places les plus égalitaires au Canada. Absolument.
après redistribution. Avant redistribution, le Québec est excellent pour redistribuer le revenu dans la mauvaise direction, que ce soit par des subventions aux entreprises, que ce soit par des réglementations qui protègent certains groupes d'entreprises, que ce soit par des taxations dont le fardeau est très régressif, tombe particulièrement sur le dos des plus pauvres. Je pense notamment au sin taxes, donc ce qui tombe sur la cigarette, l'alcool, pas l'alcool, excusez-moi, je pense au cas des États-Unis. Mais ça, on sort du... C'est une autre question. On ne sort absolument pas du plus sur l'égalité. Mon point, c'est de dire qu'il y a des inégalités qui sont offensantes parce que c'est l'État qui l'a créé en intervenant en premier lieu. Je refuse d'argument de dire que toutes les inégalités devraient être réduites par plus de redistribution. Il y en a qui peuvent être réduites par une désintervention de l'État. La gestion de l'offre est un des programmes les plus régressifs qu'il n'y a pas. Mais là, il crée des inégalités. On parle d'enjeux périphériques. D'enjeux périphériques, la gestion de l'offre. Là, on parle de l'égalité à l'échelle de la société. 20%, oui, mais c'est gros, c'est une grosse taxe. Quand on prend la mesure de la distribution des revenus et donc des chances au Québec, on n'est pas énormément, mais on est plus égalitaire que le reste du Canada. Et les inégalités au temps actuel prédisent bien la mobilité sociale pour les générations futures. Dans les pays où il y a beaucoup d'inégalités, comme aux États-Unis, il y a également beaucoup plus de difficultés pour les jeunes de milieux modestes à progresser dans la vie, alors que dans les pays plus égalitaires, et le Québec en fait partie, il y a également plus de chances pour un jeune ou une jeune fille de milieu modeste de bien s'en tirer dans la vie. Et bon, la gestion de l'offre, puis la gestion de la SAQ, c'est des questions intéressantes, mais c'est à côté du problème. Là. Non. Parce que, rapidement, je vais donner la parole à Claude après. Parce que je trouve votre point tout à fait valide. Oui, les inégalités maintenant ont un effet sur la mobilité sociale, mais si 40% des inégalités maintenant proviennent d'actions de l'État qui redistribuent le revenu dans... Attendez, si l'État redistribue le revenu dans la mauvaise direction, vous augmentez une partie des inégalités, donc c'est-à-dire que... L'État, c'est une création sociale. Et l'État, ça réduit les inégalités, mais ça peut les augmenter. Oui, absolument, je suis d'accord avec ça. Et dans ce débat-là, mettons l'emphase aussi sur ce qui est augmenté, parce que je suis convaincu que plus que 50% du niveau des inégalités proviennent d'actions de l'État. Ça, c'est un chiffre sorti d'un chapeau, là. Et actuellement, dans le monde, dans les pays riches, les inégalités augmentent partout. Et ça, c'est un résultat de politiques publiques néolibérales, puisqu'il faut les appeler comme ça. Ça fait 30 ans qu'on diminue les impôts sur les hauts revenus, qu'on diminue les impôts sur les corporations, qu'on affaiblit les syndicats. Ça, c'est des politiques publiques là, qui ont fait ça. Et, surprise, surprise, qu'est-ce que ça a donné? Les inégalités augmentent. J'imagine que vous avez lu Piketty. Oui. Mais Piketty, en fond... Passez un mois de juillet là-dessus. Oui, on peut passer pas mal de temps. Son équation de base, là, c'est que le taux de rendement du capital là, est supérieur au taux de rendement, au taux de croissance de l'économie. Bon, et ça, les économistes vont vous dire que ça ne peut pas être toujours comme ça. Il y a un moment donné, il y a un déséquilibre qui se forme, là, ça ne peut pas arriver comme ça, en fait. Mais ce que Piketty a dit aussi, c'est qu'au fond, c'est que le capital a utilisé l'État aussi envers ses politiques à elle, pour favoriser cette croissance. Et c'est en ce sens-là que l'État n'a pas joué son rôle. Alors, non, mais ça, moi, je suis 100% d'accord. C'est ça, au fond, le fondement du livre de Piketty, bien plus que son R est plus grand que le taux de croissance. Et c'est ce que notre collègue dit, tout simplement, c'est que, voyez-vous, l'État pourrait aussi avoir mais si vous voulez qu'on ait des politiques plus redistributives au niveau étatique, moi, je suis 100% d'accord. Ben, moi, je suis d'accord avec ça. On n'arrête pas de le dire, en fait. Mais vous dites, c'est pas juste ça, c'est aussi l'éducation. On est d'accord avec ça aussi. Mais regardez le Québec. Il faut le regarder attentivement. Les frais de scolarité sont les plus bas qu'en Amérique du Nord, ça c'est clair. Et pourtant, les taux de diplomation, quand on se compare en Ontario, sont inférieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a autre chose. C'est un peu plus compliqué que simplement avoir des incitatifs qui ne sont pas là. Il y a autre chose, là. Puis c'est peut-être pas l'économiste qui va solutionner ou comprendre cette autre chose-là, mais... Oui, évidemment, c'est pas juste une question de prix, mais je pense justement que... c'est une question de valeur. Il y a comme quelque chose dans la discussion qu'on n'a pas nommé, mais qui est là, c'est que s'il y a une remise en question du modèle social québécois, c'est parce qu'on suppose que, justement, on est une société qui est moins prospère et donc il y a un rattrapage à faire par rapport à l'Ontario, par rapport aux États-Unis. On est constamment
dans cette comparaison-là, deux choses là-dessus. Bon, d'une part, c'est que le PIB, c'est pas la seule manière de mesurer la qualité de vie des citoyens. Mais si on se dit, OK, donc, on va quand même regarder comment se comparent les nations ou les provinces ou les États en termes économiques, on réalise en fait qu'il y a une espèce de mythe à propos du Québec et du retard économique du Québec, parce qu'on compare des structures industrielles qui sont qui sont assez différentes quand on compare, par exemple, le Québec avec l'Ontario. Si on compare ce que produit le Québec versus ce que produit l'Ontario, puis qu'on ajuste en fonction de c'est quoi la structure industrielle de ces deux provinces-là, on réalise qu'en fait, le Québec fait bonne figure. Donc, on a comparé des choses qui ne se comparaient pas tout à fait pour nous dire, bien là, il faudrait que l'État intervienne moins parce que comme ça viendrait finalement, ça créerait de la prospérité économique. Alors que si on regarde le Québec et qu'on se dit, par exemple, si on veut rendre l'économie plus dynamique, il faudrait diversifier l'économie. Il faudrait arrêter par exemple, axer tout sur une économie extractiviste qui est malheureusement un secteur qui est souvent pensé à court terme, qui est subventionné, qui est pensé à court terme. L'État pourrait agir différemment pour favoriser une diversification de l'économie qui donc redynamiserait des régions qui ne le sont pas en ce moment. C'est bien beau la croissance économique, mais à qui elle profite? C'est ça la question aussi qu'il faut se poser. La croissance en soi, finalement, on réalise que dans les 30 dernières années, les revenus de 99 % de la population ont stagné pratiquement, tandis qu'il y a le fameux 1 % qui, lui, a vu ses revenus croître de 86 % à peu près en 30 ans. Donc, la croissance pour la croissance, c'est pas, à mon sens, un objectif qui est suffisant en tant que société. J'essaie de vous rassembler un peu sur quelques points, ça va être difficile. Je crois 2 points qui pourraient vous rassembler. Il semble que le plan Nord ne soit pas une bonne idée, d'un côté comme de l'autre. Je ne sais pas si vous êtes assez prononcé là-dessus. Et, curieusement, le revenu minimum garanti aussi, qui, peut-être que ce n'est pas réaliste de le faire sous toutes les formes, mais ça semble rassembler aussi des gens de gauche et de droite. Pour moi. Ce sera pas vous, il y a des gens à gauche qui aiment ça. Oui. D'accord. Et des gens, plus du côté des libertés économiques, qui aiment ça aussi. Maintenant, un dernier tour de table. S'il y a quelque chose qui semble assez solide, c'est qu'il y a une croissance des inégalités, au moins depuis les 35-40 dernières années. 1 minute chacun pour nous expliquer quelle est la cause de cette croissance. Je commencerai avec vous, Vincent Geloso. Allez-y. Il y a une partie des inégalités qui survient de phénomènes complètement bénins, comme le vieillissement de la population. Mais il y en a d'autres qui viennent de phénomènes plus inquiétants, ceux qu'on hérite à la naissance. Donc, il y a une légère augmentation, mais quand on regarde, par exemple, les mesures des inégalités d'opportunité, il y en a plusieurs qui ont été publiées dans des journaux comme Journal of Economic Inequality, ça n'explique pas assez la partie des inégalités, de l'augmentation des inégalités, c'est pas assez expliqué par le changement dans les inégalités d'opportunité. Alors, la question qui reste à savoir, c'est hormis les inégalités d'opportunité, celles qu'on hérite à la naissance, lesquelles sont problématiques. Il y en a plusieurs qui viennent de l'État, qui viennent d'actions gouvernementales. C'est là qu'il faut qu'on se pose la question sur est-ce qu'il y a des actions qu'on fait qui minimisent les bienfaits de la redistribution? Est-ce qu'il y a des politiques qui peuvent être, comme on dit en anglais, rolled back, et qui, en fait, à toute fin pratique, augmenterait l'égalité, rendrait les choses plus égalitaires. La gestion de l'offre, c'est un exemple. La guerre contre la drogue aux États-Unis est un autre exemple qui a un effet redistributif très négatif. Plusieurs formes de taxation qui sont très qui ont un effet plus large sur les plus pauvres. Il y a une longue litanie de sources que le gouvernement crée des inégalités. Et donc, moi, ces inégalités-là méritent. Elles méritent autant que celles qui viennent de la naissance. Quelqu'un ne devrait pas être bloqué de certaines opportunités par vertu de sa naissance, mais la plus grande partie des inégalités qui sont également offensantes à celles-ci de naissance, c'est celles qui sont créées par des gens qui s'intègrent dans le processus politique pour gagner des faveurs, qui redistribuent le revenu d'une direction du plus pauvre vers le plus riche, donc qui créent des inégalités. Julia Posca. Après la crise des années 30, crise économique importante qu'il y a eu dans les années 30, puis la pauvreté que ça a engendré, les États se sont dit, les gouvernements se sont dit, si on laisse aller complètement le marché, en fait, on est en train de nuire à l'économie et on nuit à la population parce que ça crée des inégalités importantes. Puis c'est dans cette
perspective-là qu'il y a une foule de programmes sociaux qui ont été mis sur pied, que la fiscalité est devenue un instrument pour combattre les inégalités. Puis c'est ce qui a fait, si on avance très vite dans le temps, qu'au Québec, justement, on a réussi à avoir une société qui est plus égalitaire, que bien des juridictions en Amérique du Nord. C'est parce qu'on s'est doté donc d'un filet social important qui permettait aux gens d'acquérir une certaine autonomie, d'être capable sur le marché du travail, d'avoir des revenus suffisants, de ne pas être à la merci donc des fluctuations économiques. Et ce qu'on voit dans les 30 dernières années, c'est clairement une volonté de remettre en question ce modèle-là au nom d'objectifs de croissance, mais qui sont finalement souvent un objectif de croissance des profits privés. Et donc, les inégalités, même si elles sont moins fortes chez nous, elles ont augmenté parce qu'il y a eu une pression à la baisse sur les salaires. Et à l'inverse, au sommet de la pyramide, bien, on a des gens qui, finalement, leurs revenus ne dépendent plus nécessairement d'un salaire. Si on pense aux dirigeants des entreprises, bien, on voit que leurs revenus sont souvent liés à la valeur actionnariale de l'entreprise. Donc, on a cette inégalité qui croît qu'on pourrait combattre si, d'une part, je pense, on arrêtait de démolir les acquis dont on s'est doté dans les 50, 60 dernières années. Mais aussi, il va falloir être un petit peu plus original, je pense. Donc, se dire que comme on est malgré tout une société riche, bien, il ne faut plus tolérer qu'il y ait 10 de la population qui vit en bas du seuil de la pauvreté. Et ça, on peut le corriger notamment avec des mécanismes de soutien aux revenus qui existent déjà, comme le crédit d'impôt à la solidarité, mais aussi en demandant aux entreprises de faire une plus grande part. Voilà. Alain Noël, à vous. Si on prend la situation des inégalités, on peut le comparer. Et ce qu'on voit quand on regarde le schéma général, c'est que le moment où les inégalités ont commencé à augmenter, c'est à peu près le début des années 80. Ça a augmenté depuis ce temps-là tranquillement. Et le pays où l'augmentation a été la plus forte, où les inégalités sont les plus importantes, c'est les États-Unis, d'assez loin. Ça s'explique par à la fois les politiques publiques et certaines choses qui sont passées dans le secteur privé. Je vais vous en donner 3. D'une part, presque partout dans le monde industrialisé, les syndicats sont plus faibles aujourd'hui qu'ils l'étaient. Une grande partie de l'égalité qu'on a vue dans les années 50, 60, 70 venait du fait qu'on faisait de la négociation collective. Les salaires étaient négociés et les conditions de travail également. Donc, syndicats plus faibles, les normes de rémunération des dirigeants des entreprises ont changé. Ça, on se l'explique mal parce que c'est une question presque culturelle. Là. Les dirigeants d'entreprise ne sont pas devenus plus compétitifs ou plus productifs là, dans les années 2000 qu'ils l'étaient dans les années 60. Ils ont juste décidé de se voter des plus gros salaires. Et maintenant, ça atteint des sommets. Et troisièmement, on a revu les années 50, 60, 70, on construisait l'État-providence, des programmes sociaux universels, et on a commencé à remettre ça en question. Et donc, tout ça fait en sorte que les inégalités ont augmenté. J'ajouterai quand même en note de bas de page, là, si je peux me permettre une manie de prof d'université, que dans cette période-là, qu'on peut présenter comme une période d'accroissement des inégalités de revenus, il y a une sorte d'égalité qui a énormément augmenté, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est la révolution de notre époque à nous. C'est la révolution féminine. Les femmes ont pris leur place sur le marché du travail. Ce n'est pas encore parfait. Il y a encore une disparité de revenus entre les hommes et les femmes, mais ça s'est réduit beaucoup. Et c'est le produit, non pas du marché, mais d'une mobilisation sociale sans précédent, de politiques publiques et d'efforts collectifs. Moi, je n'ai pas de solution aussi simple. Les inégalités, oui, se sont accrues, mais le niveau de vie des gens dans l'ensemble a augmenté, même celui des plus pauvres. Donc, il y a un équilibre aussi. Et quand on regarde au niveau mondial, là, vous me parlez des États-Unis, mais quand on regarde, par exemple, au niveau de la pauvreté, dans le niveau mondial, la pauvreté a diminué de façon considérable. Donc, il y a quand même quelque chose dans le système qui fonctionne bien. Et là, d'essayer de croire que par des petits transferts ou des petits ajustements, on va régler tout ça, non. On sait que trop d'inégalités
n'est pas bon à la croissance. Trop d'égalité ne l'est pas non plus. Entre ça, là, il y a un énorme espace. Mais fondamentalement, s'il n'y a pas de croissance à un moment donné, vous êtes plus capable de redistribuer les ressources. Et c'est pour ça qu'il y a un équilibre qu'il faut trouver. Moi, je m'attacherais plus sur cette question d'égalité des chances au départ. Ça m'interpelle davantage que cette inégalité de revenus. Et vous parlez des syndicats, par exemple, mais les syndicats, les travailleurs syndiqués sont parmi les mieux payés dans la société. C'est les policiers, c'est les pompiers, c'est tous ces gens-là, c'est les professeurs d'université, certaines universités. C'est ça, la syndicalisation. Comment terminer cette discussion, peut-être en rappelant qu'il y a encore des clivages, je dirais, idéologiques. Vous n'aimerez peut-être pas ça, M. Jolyot, mais quand même des clivages idéologiques dans le monde de la recherche et en tout ce qui a trait à l'économie politique. Non, moi, je ne vois pas, en plus. Okay. Je vais quand même vous servir un verre, puis vous ferez semblant. On est à la télévision. Okay. On se fait un toast. Mais on n'a pas parlé d'austérité, c'est pour ça. Les syndicats, c'est vrai que les syndicats défendent des gens qui sont quand même à bon revenu. Un des meilleurs prédicteurs dans une analyse de régression là, de la générosité à l'aide sociale, c'est le taux de syndicalisation d'un pays. T'sais. Ça veut dire que l'effet syndical, il déborde les salariés. Premièrement, dans le secteur public, j'ai un malaise avec la syndicalisation parce que le secteur public, c'est la juxtaposition de deux monopoles. Un monopole syndical et un monopole d'État. Là, ça a des effets pervers. Mais moi, des lois qui permettent aux gens de se syndiquer dans le secteur privé, don't see a problem. Moi, j'ai bien regardé le système de l'éducation. Avez-vous déjà vu la convention collective des professeurs en éducation? Je parle d'éducation secondaire et primaire. Tout est négocié, à la minute près. Dès que vous voulez essayer d'imaginer un changement en éducation, vous êtes incapable de le faire. Vous avez donc, c'est dans cet aspect-là que je trouve que la syndicalisation pousse trop fort, essentiellement. Pourquoi les syndicats se sont organisés à l'origine? C'était aussi pour contrebalancer l'arbitraire des employeurs. Donc, bien sûr, c'est maintenant qu'on s'est débarrassé de comportements complètement délinquants de la part de certaines entreprises. C'est facile de dire, ah, ben là, il y a trop de privilèges, c'est compliqué. Puis on est d'accord que c'est compliqué. Mais on est dans des sociétés bureaucratisées. Puis ça, c'est vrai autant pour les syndicats que pour les corporations, que pour l'État.